Le 26 décembre 2025, une nouvelle tombe. Et elle secoue vraiment toute la corne de l'Afrique. Israël devient le premier pays membre de l'ONU à reconnaître officiellement la République du Somaliland. Oui, À Hargeisa, la capitale, c'est la liesse, des feux d'artifice, des célébrations partout. Mais dans le reste de la région, c'est une onde de choc. une onde de choc, c'est le mot. Et il faut bien comprendre que cette décision, qui peut paraître soudaine comme ça, c'est en réalité l'aboutissement de deux dynamiques de fond. D'accord. D'un côté, on a plus de 30 ans d'efforts acharnés du Somaliland pour exister. Et de l'autre, c'est la conséquence très directe d'un accord qui a déjà mis le feu aux poudres en 2024. Le fameux mémorandum d'entente entre le Somaliland et son gigantesque voisin, l'Éthiopie. Exactement. C'est précisément cet écheveau géopolitique qu'on va tenter de démêler aujourd'hui. On a sur la table une pile de documents assez variés, des analyses sur les tensions régionales, des articles sur l'histoire vraiment unique du Somaliland, des communiqués officiels. Et même des rapports très très détaillés sur la dynamique interne des clans en Somalie, ce qui est crucial. Tout à fait. Notre mission, c'est de comprendre ce qui se joue vraiment derrière tout ça. Les ambitions de l'Éthiopie, cette longue quête d'indépendance du Somaliland, la réaction furieuse de la Somalie, et puis le jeu des grandes puissances. C'est un puzzle fascinant, où chaque pièce est connectée aux autres. Et pour commencer à l'assembler, je crois qu'il faut vraiment remonter aux racines de l'identité du Somaliland. Ah oui. Oui, parce qu'elle est radicalement différente de celle de la Somalie. Oui, c'est un point que les sources soulignent beaucoup. On oublie souvent que le Somaliland, c'était un protectorat britannique, Voilà. alors que la Somalie, c'était une colonie italienne. Deux histoires, deux administrations, deux cultures coloniales bien distinctes. Et en 1960, le Somaliland britannique obtient son indépendance. Et là, il y a un fait incroyable qu'on a souvent oublié. Il est reconnu par 35 pays, dont Israël. Oui, Ouais. mais cette indépendance, elle ne va durer que 5 jours. 5 jours, c'est fou. 5 petits jours. C'est un détail qui est crucial. À ce moment-là, le gouvernement du Somaliland, porté par un idéal panafricain, il choisit de fusionner avec son voisin du Sud pour former la République de Somalie. Une union que les sources qualifient aujourd'hui de malheureuse. Très malheureuse. Très vite, les habitants du Nord, les Somalilandais, se sentent marginalisés politiquement, économiquement, par le pouvoir qui est centralisé à Mogadiscio. Et cette marginalisation, elle va culminer dans une violence absolument inouïe. Oui, En 1991, le régime de Siad Barre s'effondre. Et dans ses derniers soubresauts, il déclenche une répression brutale contre le clan Issac, qui est majoritaire au Somaliland. les mots utilisés dans les rapports sont très forts. On parle de génocide. Les chiffres donnent le vertige. Jusqu'à 200 000 membres du clan Issac auraient été tués. Et la capitale, Hargeisa, rasée à 80%. C'est un traumatisme fondateur. Il est absolument central. L'une des analyses fait une comparaison qui donne froid dans le dos pour bien faire comprendre la profondeur de la blessure. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que demander aux Issats de se replacer sous l'autorité de Mogadiscio aujourd'hui, ce serait, et je cite, comme demander aux Tutsis rwandais de se subordonner aux génocidaires Hutus. La comparaison est d'une force incroyable. Ça change toute la perspective, en fait. Complètement. On n'est plus dans une simple querelle politique, là. On est face à un traumatisme à l'échelle d'un peuple. Et c'est ce qui rend la suite de leur histoire encore plus sidérante. Oui, parce que pendant que la Somalie plonge dans le chaos total, celui de Black Hawk Down, que tout le monde connaît, Oui. le Somaliland, lui, prend un chemin radicalement opposé. En 1991, ils déclarent leur indépendance et, dans un isolement quasi total, sans aide internationale, ils commencent à bâtir un État, à partir de rien. Mais comment ils font, concrètement? Sans l'ONU, sans les grandes ONG, sans les milliards de la communauté internationale, comment on construit un pays? C'est là que leur modèle est unique. La paix n'a pas été imposée de l'extérieur. Elle a été négociée de l'intérieur par les chefs de clan, les élites, les chefs d'entreprise. Une solution locale, en somme. Voilà. Ils ont mis en place un système politique hybride qui mêle démocratie à l'occidentale et tradition. Et ça marche. Ils ont tenu plus de 8 élections depuis 1991 avec des transferts de pouvoir pacifiques. Et j'ai lu un détail technique assez fou à ce sujet. Pour sécuriser les votes, ils utilisent un système d'enregistrement des électeurs par scan biométrique de l'iris. C'est ça. C'est une technologie de pointe. C'est hallucinant. C'est un exemple parfait de leur pragmatisme. Économiquement aussi, ils ont dû innover. Sans aide étrangère, pas de budget. Logique.
Donc, ils ont dû très vite construire une base fiscale solide qui repose surtout sur les revenus douaniers de leur port, Berbera. Et cette stabilité, elle a fini par attirer des investissements. C'est là que le paradoxe est saisissant. Cet État qui n'existe pas officiellement Oui, a vu naître sur son sol des entreprises de télécom et d'argent mobile qui pèsent des milliards. Leur système de mobile money est l'un des plus avancés au monde. on y trouve aussi l'une des plus grandes usines d'embouteillage Coca-Cola du continent. C'est vraiment un autre monde. Et le joyau de la couronne, c'est ce fameux port. Le port en eau profonde de Berbera. Il a été massivement modernisé, il est maintenant géré par DP World, le géant portuaire de Dubaï. Et il concurrence directement Djibouti maintenant. Il le concurrence frontalement. Et cet atout stratégique, forcément, il va attirer l'œil du plus grand pays des environs. Ce port de Berbera devient donc la pièce maîtresse. Et on imagine bien que le voisin éthiopien, ce géant de plus de 120 millions d'habitants, sans aucun accès à la mer, doit regarder ça avec une attention... Toute particulière. C'est plus que de l'attention, c'est une obsession stratégique. L'Éthiopie a un problème qui est presque existentiel. C'est le plus grand pays enclavé du monde. Exactement, le plus peuplé. Depuis qu'elle a perdu sa façade maritime, après la guerre avec l'Érythrée dans les années 90, la quasi-totalité de son commerce, 95%, passe par le port de Djibouti. Et ça doit coûter une fortune. Une fortune colossale. Les sources parlent de 1,5 à 2 milliards de dollars par an, juste en frais de port. Eh oui, quand même. C'est une dépendance jugée insoutenable et même humiliante par Addis Abeba. Donc, il cherche une porte de sortie. Et cette porte, c'est ce fameux mémorandum d'entente signé en 2024. C'est un document qui a fait l'effet d'une bombe. Une bombe diplomatique. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et d'ailleurs, c'est quoi un mémorandum d'entente? C'est un traité contraignant? C'est une excellente question. Non, ce n'est pas encore un traité en bonne et due forme, c'est plutôt une déclaration d'intention très très forte. Un accord de principe. C'est ça. Mais dans cette région, un tel document, c'est déjà une déflagration. Les termes sont simples, l'Éthiopie obtient ce dont elle rêve, un accès à la mer via Berbera, Et le point crucial, un bail de 50 ans pour installer une base militaire sur la côte du Somaliland. une base navale éthiopienne sur le golfe d'Aden. C'est énorme. Et en échange, qu'est-ce que le Somaliland obtient? La reconnaissance, c'est la contrepartie historique. L'Éthiopie s'engage à terme à reconnaître officiellement l'indépendance du Somaliland. Ce serait une première pour un pays africain. Et pas n'importe lequel, un poids lourd régional. Ce serait un véritable séisme. D'accord, donc on a un deal économique et stratégique, mais plusieurs articles suggèrent que la vision éthiopienne est bien plus large. On y parle d'une grande stratégie des deux eaux. Qu'est-ce que ça cache? Ça cache une refonte totale de l'identité géopolitique de l'Éthiopie. Pendant des décennies, sa politique étrangère était obsédée par le Nil, la première eau. C'était une puissance continentale. Voilà. La nouvelle stratégie, c'est de se projeter vers la deuxième eau, la mer Rouge et le golfe d'Aden. Il s'agit de s'affirmer comme une puissance maritime, de peser sur l'une des routes commerciales les plus importantes du monde. Et pour ça, Une base navale est indispensable. c'est la clé. On comprend mieux l'enjeu. Mais évidemment, si on se met à la place de la Somalie, à Mogadiscio, ce mémorandum, c'est une déclaration de guerre diplomatique, non? Ah bah oui. C'est comme si la Bourgogne signait un accord avec l'Allemagne pour lui donner un accès à la Méditerranée via Marseille. C'est impensable. C'est exactement comme ça que c'est perçu. Pour Mogadiscio, c'est une violation flagrante de sa souveraineté. Et leur plus grande peur, j'imagine, c'est l'effet domino. C'est ça. Ils se disent que si l'Éthiopie, ce géant, franchit le pas de la reconnaissance, d'autres pays pourraient suivre. Et que tout l'édifice de la Somalie unie pourrait s'effondrer. Du coup, la Somalie ne reste pas les bras croisés. Elle lance une contre-offensive diplomatique tous azimuts. Oui, elle appelle à l'aide l'Union africaine, la Ligue arabe, et elle va se chercher des alliés. Et elle les trouve assez facilement parmi les rivaux de l'Éthiopie. On pense à qui? D'abord, l'Érythrée, l'ennemi juré, qui craint que l'Éthiopie ne se retourne contre elle. Il y a Djibouti, qui a peur de perdre son monopole portuaire. Et puis, il y a le grand acteur régional, Et l'Égypte? l'Égypte, bien sûr. Le Caire est déjà engagé dans un bras de fer monumental avec Addis Abeba au sujet du barrage sur le Nil. Le grand barrage de la Renaissance? Pour le Caire, ce mémorandum, c'est une occasion en or. Ça leur permet d'ouvrir un deuxième front contre l'Éthiopie, d'étendre la zone de confrontation. C'est une aubaine stratégique. Et ça se concrétise? Très vite, en août 2024, ils signent un accord de défense entre l'Égypte et la Somalie. Le message envoyé à l'Éthiopie est très très clair. Le décor est planté. Une région sous très haute tension.
Et c'est dans ce contexte explosif qu'arrive, le 26 décembre 2025, l'annonce d'Israël. Oui, et leur communiqué est intéressant. Ils parlent d'un dialogue approfondi et de relations discrètes cultivées depuis des années par le Mossad. Ça pose l'ambiance. Et la réaction internationale est immédiate et profondément clivée. Oui, d'un côté, une vague de condamnations quasi unanime du monde arabo-musulman, l'Égypte, la Turquie, l'Arabie saoudite, Djibouti, La Ligue arabe, l'Organisation de la coopération islamique, tous publient des communiqués incendiaires. et l'Union africaine aussi. Pour elle, j'imagine que c'est le scénario catastrophe. C'est la fameuse boîte de Pandore. C'est leur cauchemar absolu, leur principe sacré. La ligne rouge depuis les indépendances, c'était l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. L'idée que si on touche à une seule frontière, tout le continent s'embrase. Exactement. Des dizaines de mouvements séparatistes n'attendent que ça. Et là, Israël vient de faire sauter le verrou. Même le groupe terroriste Al-Shabaab a réagi. Mais tout le monde ne condamne pas. J'ai vu une réaction de Taïwan. Oui, Taïwan entretient déjà des relations avec le Somaliland. Ils ont salué la décision, parlant d'Israël, du Somaliland et de Taïwan comme de partenaires démocratiques partageant les mêmes valeurs. C'est une sorte d'alliance des États non reconnus, quoi. C'est un axe diplomatique très intéressant qui se dessine. Et puis, il y a la position la plus complexe, la plus attendue, celle des États-Unis. Et là, les sources montrent un débat interne féroce à Washington. Tout à fait. D'un côté, le Pentagone, les militaires. Eux, ils voient le côté pratique. Le port de Berbera, sa piste d'atterrissage immense. Une des plus longues d'Afrique, qui a même servi de piste d'urgence pour la navette spatiale américaine. Pour eux, c'est une alternative stratégique à leur base de Djibouti, où la présence chinoise est de plus en plus écrasante. Mais de l'autre côté, il y a le département d'État, les diplomates. Et eux, ils craignent le chaos diplomatique, la fameuse boîte de Pandore. Précisément. Ils ont peur de déstabiliser l'ordre régional, de froisser leurs alliés comme l'Égypte, et surtout de créer un précédent. C'est un vrai dilemme pour eux. Ce qui est fascinant, c'est que toutes ces grandes manœuvres, ce ballet diplomatique, se déroulent sur un terrain, en Somalie même, qui est d'une complexité et d'une fragilité extrême. C'est vrai, toutes les sources le martèlent. Pour vraiment comprendre ce qui se joue, il faut plonger dans la réalité locale, celle des clans. On ne peut pas y échapper. La société somalienne est structurée autour de grands groupes de parenté. Les Daroud, les Hawiyés, les Issac au Somaliland. Et le système politique lui-même est basé là-dessus, avec cette fameuse formule de partage du pouvoir 4.5. Oui, qui distribue les postes politiques en fonction de l'appartenance aux 4 grands clans et à un groupe de clans minoritaires, le 0.5. Et ce système, qui est censé garantir un équilibre, est aussi le moteur de conflits permanents, n'est-ce pas? C'est un cocktail explosif. Il y a la compétition pour l'accès à la terre, à l'eau, exacerbée par le changement climatique, et il y a la prolifération des armes. On a des milices claniques partout. Partout. Et le pire, c'est qu'elles sont parfois armées par le gouvernement fédéral lui-même pour l'aider à combattre Al-Shabaab, ou même par Al-Shabaab qui manipule certains clans contre d'autres. Et le coût humain de cette instabilité. Il est effroyable. Un rapport d'ACAPS que nous avons consulté donne des chiffres pour la seule période de janvier 2024 à février 2025. Et alors? Les conflits entre clans, sans même parler d'Al-Shabaab, ont fait plus de 600 morts et plus de 250 000 déplacés. Donc si je résume, on a des rivalités claniques ancestrales, exacerbées par le climat et les armes, qui créent une instabilité permanente. Et c'est sur cette poudrière que viennent se greffer les ambitions de l'Éthiopie, les manœuvres de l'Égypte et maintenant la reconnaissance par Israël. Parfaitement. Chaque acteur extérieur peut jouer sur ces divisions pour avancer ses pions. L'instabilité n'est pas juste une toile de fond, c'est un facteur actif, un levier dans la géopolitique régionale. Et des groupes comme Al-Shabaab prospèrent dans ce chaos. Bien sûr, ils l'utilisent pour se présenter comme la seule force capable de dépasser ces divisions, même si, en réalité, ils les exploitent pour leur propre agenda. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? On a vraiment l'impression d'assister à un tournant historique. D'un côté, le Somaliland, Oui, qui voit cette reconnaissance comme la juste récompense de 30 ans d'efforts pour bâtir un État démocratique et stable. Pour eux, c'est la correction d'une injustice. et de l'autre côté, on a la Somalie et une bonne partie du monde qui voit une initiative irresponsable, une violation du droit international, qui risque de mettre le feu à toute la région. C'est le cauchemar de l'Union africaine qui devient réalité. C'est ça. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Alors que le Somaliland célèbre, cette décision va-t-elle vraiment créer un nouveau pôle de stabilité pro-occidentale dans une région aussi stratégique que volatile?
Ou au contraire, est-ce qu'elle va déchaîner des forces incontrôlables, les rivalités régionales, les tensions claniques, l'extrémisme, qui rendront la Corne de l'Afrique encore plus conflictuelle? La question, c'est de savoir si on assiste au début d'une nouvelle ère ou au prélude de nouveaux conflits.